Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, Colette. Myriam. oui, je voulais simplement poser une toute petite question par rapport justement à l'alcoolisme. Et ça fait appel un peu à ce qu'on a dit un peu ce matin, dans la recherche un peu quand l'enfant se sépare de la mère, avec cette histoire de doudou, de transfert, etc. Et si ce transfert ne se fait pas, je ne sais pas comment m'exprimer, est-ce qu'à un moment de sa vie, ayant ce grand vide, il trouvera la solution de ce grand vide dans ce qui peut arriver à faire remplacer ce doudou qu'il n'a pas eu. Je ne suis pas très claire, hein, mais bon. Alors, je vais vous répondre de deux façons. La première, en citant un grand psychanalyste, qui n'est pas ma référence, je ne suis pas lacanien. Mais Lacan avait dit une phrase qui résonne comme un aphorisme zen. On pourrait dire que Lacan était peut-être un grand maître zen, allez savoir. Il a dit « L'homme moderne manque cruellement du manque ». Ce à quoi j'ajouterais à ce moment-là, il y a chez l'alcoolique un manque à gagner. Eh oui, c'est précisément l'intolérance au manque qui fait qu'il recherche compulsivement quelque chose qui vienne le remplir. Et d'ailleurs, il est dans le remplissage et dans le vidage, avec ce temps circulaire de la toute-puissance de l'enfant, un peu comme l'enfant psychotique qui remplit un seau, dès qu'il est rempli, il le vide, et dès qu'il est vide, il le remplit. C'est-à-dire qu'on est effectivement là, dans quelque chose qui n'a pas pu se faire parce qu'il y a cette faille narcissique, dit cette faille originaire, ou, comme le disait Michael Balint, le défaut fondamental. J'aime bien cette notion de défaut fondamental. C'est-à-dire le défaut, c'est pas un problème de l'envers d'une qualité. Non, c'est comme si dans ma veste, il y avait un trou, quoi, si vous voulez. Là, il y a un défaut, quoi. Et Balint l'avait repris des patients. C'est les patients qui disent, il y a comme un défaut en moi. Ouais, mais comme un défaut, c'est-à-dire il y a un manque de substance, comme s'il n'y avait pas de plancher sur lequel m'appuyer. Eh bien, effectivement, ça nous permet de comprendre et de pointer le fait simple, c'est que la personne qui est dans la dépendance alcoolique à l'étape adulte, son histoire s'est jouée il y a bien longtemps. Elle s'est jouée mais à un stade pré-oedipien. Elle s'est jouée dans les premières interactions. Elle s'est jouée dans l'attachement précoce. Et toutes les études démontrent aujourd'hui que les alcooliques, par exemple, mais c'est vrai aussi pour les boulimiques, plus de 90% des alcooliques ont un style d'attachement insécure. Ça veut dire quand même quelque chose. Quand Michel Monjos dit « oui, mais alors pourquoi l'alcool et pourquoi pas autre chose ?» Là aussi, on peut s'interroger. Pourquoi le choix de telle conduite, de tel objet? Alors, Michel Monjos avait étudié ça aussi. Elle s'est dit il y a quelque chose quand même qui est assez étonnant chez l'alcoolique, c'est la recherche dans l'alcool, c'est pas du plaisir, on est bien d'accord, c'est la recherche de quelque chose au niveau de la bouche. Hein, l'oralité, c'est la bouche, c'est les yeux, c'est les mains. Quelque chose au niveau de la bouche. Quelque chose de la bouche ne s'est pas érogénéisé suffisamment. Or, l'alcool est un puissant stimulateur des récepteurs aspécifiques de la bouche. Pour un moment, illusoirement, je me recrée une bouche. Une bouche, alors pourquoi elle n'a pas été assez érogénéisée? Parce que l'interaction précoce, c'est pas bien faite. Parce que maman n'était pas disponible, parce que maman cherchait à me gaver, parce qu'elle était elle-même pas accordée à moi au sens de ce terme. Je n'étais pas dans l'accordage affectif, et c'est souvent l'enfant avec le biberon qui cherche à s'adapter à ce moment-là au rythme de la mère. Quelque chose ne s'est pas fait dans l'ordre du plaisir de la bouche. Bon, il y a cette hypothèse-là, mais il y a d'autres hypothèses comme quoi on ne peut pas dire l'alcoolisme, c'est ça, 2 points, et on donne les explications. Non, on a des pistes pour penser que il y a quelque chose d'une oralité qui ne s'est pas faite, et comme l'oralité, c'est le premier stade, que je sache, c'est comme aller aux examens. Si vous avez raté l'oral, en général, le reste suit. C'est ce qui se passe. Et du coup, ça rend les choses très difficiles au niveau du soin. Pourquoi? Parce qu'on se dit, au niveau du soin, il va falloir parler. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui l'ai dit, au fond, la seule cure pour l'alcoolique, c'est la cure de parole. Parce que s'il y avait eu la parole, il n'y aurait pas eu l'alcool. Ce qui n'est pas faux. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent à un niveau pré-verbal, d'où l'intérêt de certains ateliers de terre, par exemple, de créativité chez les alcooliques qui ont une réelle fonction thérapeutique, parce que quelque chose d'eux peut s'exprimer,
Et cette créativité est si fondamentale pour que, précisément, le manque dont vous parliez, ou ce vide qu'on évoque, puisse être vécu véritablement et intégré. On a tous des manques, on vit avec notre manque. C'est le cheval de Troie qu'on a tous jusqu'à la fin de nos jours. La question, c'est comment je fais pour vivre avec ça? Autrement dit, je vais le formuler autrement, comment est entier avec son manque? C'est la vraie question, c'est la question qu'on se pose tous. Sauf que celui qui est dans la situation d'un attachement insécure, d'une oralité mal faite, c'est intolérable. Et donc, du coup, si j'ai fait la rencontre avec la bouteille, j'ai tendance à réellement m'accrocher. Les Grecs diraient l'ocnophilie à la bouteille, je m'accroche à l'objet. Est-ce que justement, attendez, s'il vous plaît. Oui, le lien que vous faites entre créativité, par rapport à la créativité, le fait de pouvoir manipuler la Terre, etc. Donc ça me fait penser à ce que vous disiez par rapport à Winnicott tout à l'heure sur l'espace potentiel, avec le développement justement de l'imaginaire et de la créativité, etc. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la difficulté à avoir pu construire cet espace potentiel comme préalable ensuite à la capacité de pouvoir élaborer, mentaliser et donc d'optimiser les chances de résilience? Je suis complètement convaincu de ça. C'est-à-dire que c'est ce qui ne s'est pas produit, ne s'est pas fait au niveau de cet espace potentiel, air transitionnel, qui ne s'est pas joué, qui ne s'est pas construit, d'où l'importance dans la relation thérapeutique de recréer un espace où vous-même, vous avez besoin d'être sécure, vous-même. Parce qu'attention, comme disait Winnicott, quand vous êtes là dans votre fauteuil avec le patient alcoolique, vous n'êtes pas à la place de la mer, vous êtes la mer. Tellement il y a d'avidité derrière. Est-ce que je suis capable de supporter cette avidité qui peut être là présente? Comment je vais gérer ça? Comment je vais gérer, au fond, effectivement, toute la dimension contre-transférentielle, hein? C'est le fil rouge de la clinique, ça. C'est là l'essentiel. Et ce n'est pas effectivement des paroles, qu'est-ce qu'il faut dire, on pose souvent la question, qu'est-ce qu'il faut dire à l'alcoolique? Alors comment il faut lui présenter les choses? Je dirais, à la limite, on s'en fout de ça. Ce qui compte d'abord fondamentalement, c'est est-ce que la relation existe? Et la relation, c'est rien d'évident, une relation. Parce que, regardez déjà, problème de temps, problème de temporalité. Lui, il est dans un temps circulaire, moi je suis dans le temps de l'agenda. Je suis dans le temps de l'agenda avec pas beaucoup de temps d'ailleurs, avec éventuellement quelques trous dans les événements quand quelqu'un ne vient pas. Donc on va être tangentiel et on ne va pas forcément se rencontrer. Ça a été l'objet avec Micheline de notre travail à la Société française d'alcoolologie. Comment se fait la rencontre? Oui. J'avais évoqué, et ça a été dit d'ailleurs également à un colloque sur l'anorexie, j'aime beaucoup cette idée qui a été développée par mon ami Joël Secaldi et qu'on a reprise, mais qui est l'idée d'un climat. Vous savez, quand on parle de sécurité, bon, d'ailleurs les gens le disent eux-mêmes, quoi. Il y avait un climat. Ça a pu passer. Il y a eu un contact, ça s'est bien passé. Il y a eu un climat. Le climat, il faut savoir que c'est la même racine étymologique grecque que le mot clinique, klianen. En grec, c'est pareil. Et le climat, c'est quoi? C'est sur le plan géographique l'inclinaison des rayons du soleil sur l'équateur qui détermine le climat. Bon, c'est un peu court pour une explication climatique, mais enfin, ça va suffire pour mon exposé de ça. C'est-à-dire qu'ensuite, vous avez deux choses. Vous avez l'inclinaison des rayons du soleil et vous avez l'inclination. Dans la clinique, c'est pareil. Il y a l'inclinaison, je me penche vers mon patient, je me sers de mon hémisphère gauche, j'essaye de comprendre intelligemment, j'ai un discours scientifique, une procédure rigoureuse, un interrogatoire minutieux, je suis dans l'enquête anamnestique. OK. De l'autre côté, je suis effectivement dans l'inclination. L'inclination, c'est l'autre hémisphère. Discours plus poétique, plus chaleureux, plus empathique pour faire court. Entre les deux, le corps calleux. Est-ce qu'il joue en nous? À voir. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment ça la rencontre du patient, je dirais, alcoolique. Est-ce que je suis capable en moi, là, maintenant, avec ce patient que voilà, moi, thérapeute que voici, d'être effectivement et dans l'inclinaison et dans l'inclination en même temps? Parce qu'en même temps, il ne faut pas passer à côté de certains diagnostics, on le sait. Donc il faut aussi une démarche médicale. Et en même temps, ce n'est pas qu'une démarche médicale, car il s'agit bien d'autre chose aussi qu'une démarche médicale. Vous voyez, c'est toute cette difficulté, elle est là. Oui, il y a Myriam d'abord et ensuite Françoise.
J'aime bien la façon dont tu parles du malade qui a une difficulté avec l'alcool et qui ne se réduit pas à l'alcool. Ça pose la question de la comorbidité psychiatrique que tu viens d'évoquer à l'instant. Parce qu'on sait bien que derrière la toxicomanie ou l'alcool, il y a quand même des comorbidités psychiatriques qui sont extrêmement élevées en termes de dépression, de psychose un peu moins, mais dépression, alors les borderline, n'en parlons pas, ils sont quand même pléthoriques. Alors tu as parlé de l'insécurité de l'attachement. On sait que quels que soient les troubles mentaux ou psychiatriques, on a un attachement désorganisé ou insécure. Alors j'ai une question à poser à Michael et à toi en tant que clinicien. On sait bien que la meilleure prévention possible, dans l'état actuel de nos connaissances, il faut être prudent, c'est l'attachement sécure. Or, vous avez noté qu'en France, je ne sais pas ce qu'il en est au Canada, c'est peut-être un peu différent, on n'a aucun programme pour les futurs parents sur ce qu'il convient de faire ou pas pour donner à son enfant un maximum de possibilités de développer un attachement sécure. C'est-à-dire qu'on est dans une idéologie où il semblerait que l'instinct seul soit susceptible de remplir cette mission. On voit bien que c'est le cas pour 2 enfants sur 3, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Or, moi, je vois des tas de familles pour lesquelles, si on avait repéré précocement, rappelez-vous ce débat totalement fou, à mon avis, qu'on a eu en France, non pas pour ou contre le repérage précoce, mais qui était un débat d'ailleurs complètement, trompé par l'idéologie. Mais plus on repère précocement, plus on intervient précocement sur les familles, par le biais, alors ça peut être des groupes type santé communautaire ou des groupes multifamiliaux, on peut rétablir très vite un certain nombre d'éléments qui peuvent entraîner autrement l'enfant vers des troubles. On en est très loin de penser les choses. Santé mentale n'est pas du tout pensée comme ça en France. Voilà, absolument. Enfin, je vais laisser répondre Mike, mais Nicole Guédonnet, à l'Institut Montsouris, organise quand même des consultations pour ça. C'est-à-dire qu'elle reçoit les familles et elle les fait travailler effectivement sur la dimension attachmentiste pour donner effectivement quelque chose qui soit plus sécure. Tu me diras, c'est un goutte d'eau, une goutte d'eau, mais en même temps, c'est le début de quelque chose. Et c'est aussi la question de quelle famille a besoin de ça. Peut-être c'est celui-là qui est beaucoup plus des facteurs de risque. Ça, c'est aussi encore une question de l'impact différentiel. Mais aussi, connais-tu en France le programme de Mary Gordon, ça s'appelle The Roots of Empathy? Ça faisait avec des jeunes de 14 ans à peu près. Et c'est dans l'école. Et elle vient avec une très petite enfant, comme 6 mois, quelque chose comme ça. Et non, excusez, moins âgé. Et ça donne les enfants, les jeunes, une expérience pour comprendre le développement des enfants à chaque stage. Et l'enfant revient. Ça s'appelle Mary Gordon, et en anglais, I don't know what the French is, en anglais c'est Roots of Empathy. Yeah, it's very, and it's been... il y a un peu de recherche aussi. Il y a une grande base de l'efficacity. Comment tu dis? Efficacy has been shown. So. Merci, Françoise. Merci, je te remercie de m'avoir invité à cette journée absolument passionnante. Moi, je suis pédiatre, un peu en hôpital et beaucoup en ville, et je rejoins Myriam Cassin quand elle parle de prévention auprès des petits. J'ai adoré cette journée, on a parlé ce matin beaucoup des enfants, des jeunes, un peu plus des jeunes cet après-midi, et là carrément des gens à l'âge adulte avec des gros problèmes, et on voit comment les choses se mettent en place, et comment on pourrait peut-être agir en amont pour ne pas arriver à des situations comme celle de Michel ou comme toutes les situations que vous voyez. Et je me demandais si dans notre époque, on n'est pas encore en train de colorer le climat de façon délétère auprès des mamans, auprès des femmes. Boris Cyrulnik parlait ce matin qu'il y a 30 ans, on disait aux parents dont l'enfant avait un problème d'autisme que c'était quand même en lien avec un trouble grave de la mère à l'enfant. Donc c'était quand même la mère qui était impliquée. On ne savait pas trop où étaient les pères dans cette histoire. Voilà. Et aujourd'hui, on a évolué là-dessus. Mais en vous entendant parler, là, je me dis, mais on dit aujourd'hui beaucoup aux femmes, oui, que c'est pareil, mais surtout on leur dit aussi pire que ça. Parce que là, c'était la relation quand l'enfant était né. Mais moi, j'entends tous les jours dans mon cabinet des mamans qui me disent « Oh là là, mon bébé, il y a ça et ça ». C'est peut-être parce que pendant ma grossesse, j'étais anxieuse.
Alors quelle est la femme qui sur 9 mois n'a pas à un moment donné été anxieuse pendant sa grossesse pour une raison X ou Y? Et là, les mères se disent, si mon enfant a un souci, c'est à cause de moi et de ce qui s'est passé pendant ma grossesse. Donc j'ai l'impression qu'on n'a pas arrangé le climat ces 30 dernières années, on les a peut-être un peu aggravés. Donc je voulais avoir un peu votre opinion là-dessus. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas laisser peut-être des messages, parce que je ne sais pas à quel point on en est au niveau scientifique pour dire que quand une mère a un souci pendant sa grossesse, il y a un impact définitif sur son enfant à l'avenir. Voilà, merci. Myriam, tu veux répondre? Enfin, j'ai une petite idée, hein, c'est juste qu'une petite idée. Hein. Je veux bien répondre parce que c'est une des questions dont je débat régulièrement avec le professeur Michel Lemoyle, qui est quand même un des découvreurs du rôle du cortisol et des hormones de stress dans le développement de l'enfant. Actuellement, dans l'état actuel de la recherche sur les rats, nous montre quand même l'impact du stress pendant la gestation sur les petits ratons, mais pire sur les enfants des petits ratons dont les mamans auront été stressées. Alors, là où il faut vraiment être très prudent et relativiser les choses, c'est que, comme vous le savez, les rats ne parlent pas. Ils ne s'inventent pas d'histoire et n'ont pas de monde culturel. Donc il est extrêmement important pour nous, ensuite, de relativiser ça. Les scientifiques, dont Lemoyle, disent bien sûr qu'il n'y a pas de lien de causalité directe. Il y a des facteurs de vulnérabilité. Alors ça devrait nous inciter, je suis d'accord avec vous, chez quelques aspects féministes, les théories de l'attachement nous montrent, et on voit bien comment Badinter s'en est emparé, pour dire d'ailleurs beaucoup d'idioties sur le développement de l'enfant, au motif de défendre les femmes. Néanmoins, c'est vrai que pour la figure d'attachement, en particulier maternelle, c'est une lourde responsabilité que les neurosciences et la recherche actuelle nous mettent sur les épaules. C'est ce que Daniel Stern disait il y a quelques années quand je l'avais invité à Bordeaux. Il nous faudrait en fait repenser complètement la politique de la petite enfance et de la façon dont on entoure les mamans quand elles attendent leur bébé, etc. Oui, mais on a un vrai problème là, à la fois de ne pas culpabiliser les mamans, parce que c'est très important, mais en même temps de leur apporter toute l'aide nécessaire pour que les choses se passent le mieux possible. Alors, il y a ça, puis moi je voulais juste ajouter que, d'abord, comme l'a dit, tu l'as dit d'une autre façon, mais ça revient même, corrélation ne veut pas dire causalité, hein, et ça c'est très important. Hein. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on assiste avec le docteur Internet, aujourd'hui à la toute-puissance de l'esprit. C'est-à-dire qu'on se fabrique les choses, on est capable de changer le monde avec notre esprit, hein, ce que je ne crois pas, malheureusement ou heureusement parfois. Hein. C'est-à-dire que quand les gens se disent « je me suis fabriqué mon cancer, je me suis fabriqué telle maladie », pour moi on est plus dans la toute-puissance de l'esprit. Quand une femme est stressée, anxieuse, qu'elle dit parce que son enfant va développer tel ou tel problème, c'est moi qui l'ai généré, ça pose question quand même sur l'interprétation psychanalytique des choses là, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est effectivement davantage de l'ordre de la toute-puissance. Alors oui, il y a des effets délétères du stress, en même temps il n'y a pas de vie sans stress non plus. Donc c'est bien sûr, voilà, comme disait Paul Valéry, tout est affaire de posologie. Bon, trop c'est pas bon, mais pas assez c'est pas bon non plus. Les facteurs protectifs, ça accumule dans la vie aussi après de temps. C'est trop simple une explanation pour une chose très très compliquée. Une question alors plus qu'une question, deux choses. Témoignage d'une part, inquiétude de l'autre. Tout d'abord pour dire qu'il n'y a pas rien en France en matière d'offres de soutien aux familles. Pour ma part, je travaille dans ce département au service de PMI, ex-promotion maternelle et infantile des années 45 et renommée depuis 89, promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Je crois que le particularisme de notre travail, c'est à la fois d'intervenir, et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait venir ici parce que le thème m'intéressait beaucoup, à la fois de travailler en direct auprès des familles et sur les milieux de vie du jeune enfant, puisque un service de PMI travaille non seulement en recevant en individuel des familles, mais aussi au domicile. Les visites à domicile ne sont pas des consultations comme font nos confrères généralistes, mais bien dans l'optique de travailler sur le milieu de vie de l'enfant dans sa famille. Nous travaillons en mode d'accueil du jeune enfant et c'est pour ça que des professionnels de santé en sont responsables. C'est bien dans l'idée que la qualité des modes d'accueil permettent l'évolution santé du jeune enfant et nous travaillons aussi auprès de l'école maternelle.
Après, nous sommes souvent une politique extrêmement méconnue parce que non universitaire, confiée au département depuis la décentralisation et donc extrêmement inégalement déployée d'un département français à l'autre. Je tiens à dire que dans ce département de la Gironde, je crois que nous avons une certaine globalité d'intervention. Nous sommes dans une offre à toute famille, une mise à disposition systématique qui démarre à la grossesse, puisque les sages-femmes de PMI se mettent à disposition des futures femmes enceintes, ou des femmes enceintes, plus exactement des futurs parents. Et ensuite, nous nous mettons aussi à disposition dès la naissance. Et nous travaillons toujours avec l'ensemble de nos confrères, vous tous ici éventuellement. Voilà. Donc il n'y a pas rien en France. Il y a une politique qui est méconnue et souvent extrêmement inégalement déployée, mais dont la philosophie est bien d'un travail très polyvalent, très global et très individualisé. Et c'est peut-être pour ça qu'on est très méconnu, parce qu'effectivement, on travaille, c'est un peu un travail de fourmi et de réseau local. Une deuxième chose, à la suite de toute cette journée qui m'inquiète beaucoup, qui est la segmentation, le travail d'évaluation que nous avons, qui conduit à des segmentations politiques. Vous avez insisté à plusieurs reprises sur l'importance d'une pensée complexe et d'une prise en compte plurielle. Il me semble que pour moi, le dernier risque à la mode, c'est désormais tout le travail autour des inégalités sociales de santé qui désigne de façon un peu systématique les pauvres ou les précaires comme étant la dernière catégorie à risque et, me semble-t-il, avec des réponses qui vont souvent du côté de la ghettoisation et non pas de l'appui pour permettre l'utilisation du droit commun et de redonner aux personnes des capacités de sujet. Je crois qu'on ne peut qu'applaudir effectivement à cette remarque parce qu'elle me paraît pertinente et votre première proposition rétablit une vérité départementale qu'il fallait souligner. Bon, j'ajouterai rien à ça, redonner à la personne sa dignité de sujet, je crois que c'est fondamental. Eric ? Je vais rebondir sur votre intervention. C'est la résilience, hein, rebondir, hein, c'est normal. Hein. Je vais rebondir sur votre intervention. Je crois que si cette journée a été fort intéressante, je ressens comme un danger dans le fait que si on commence à conceptualiser l'attachement dans des positions identitaires, ça me semble extrêmement redoutable et qu'on en fait autre chose qu'un processus. Je m'explique justement sur l'intervention que vous venez de faire par rapport aux mères. On oublie qu'une mère, elle est en relation et que les facteurs de stress aujourd'hui qu'ont les femmes sont pas uniquement des facteurs de stress intrapsychiques, si je peux parler comme ça, hein, et que c'est dans un univers relationnel. Et ce qui serait particulièrement grave, et ça, je tiens à alerter véritablement, c'est qu'on oublie que nous pouvons être, nous thérapeutes, instrumentalisés pour éviter à la société de s'auto-regarder sur les effets iatrogènes qu'elle peut avoir sur la relation mère-enfant, parent-enfant, et après, en retour, faire porter le chapeau aux femmes, aux mères, pour dire c'est vous qui êtes iatrogène à votre enfant. Et ça, je trouve ça extrêmement dangereux. Si on travaille, si on part de l'idée de l'importance de la relation d'attachement, alors ça veut dire qu'il y a toute notre culture occidentale à repenser, car elle est sur la performance, sur le consommable, sur en fait l'interdiction de pouvoir lâcher, l'interdiction du manque, etc., etc., c'est-à-dire la démultiplication des facteurs de stress, et on oublie quand même dans cette affaire-là que c'est pas n'importe quoi qui ça va servir d'addiction. À chaque fois, c'est à travers des produits qui sont offerts par la société. Il y a un facteur de normalisation. Et si on oublie ça, on peut se faire instrumentaliser dans des discours où on risque d'avoir des interventions qui vont être encore pires. À la limite, je dirais que ne rien faire. Je ne connais pas une femme, dans toutes les patientes que je peux voir, je les vois avec des nourrissons. À chaque fois qu'elles sont resécurisées, que je remets en place la relation mère-nourrisson, à chaque fois les choses elles rentrent dans l'ordre. À chaque fois, elles rentrent dans l'ordre, d'accord, hein, et il y a un problème dans notre société d'individualisme, d'isolement des gens. Et que cet isolement est pour moi un des facteurs de stress majeurs et d'altération du lien d'attachement, justement. C'est ce que je voulais dire, merci. Je ne sais pas si on ira vers la civilisation empathique de Rifkin,
il y a des chances, enfin j'espère, ou alors dis non, il n'y aura plus de civilisation. Moi je pense aussi. Je pense que tout ça fait partie d'une mutation, c'est pas une crise, c'est une mutation. Donc de toute façon, on va vers autre chose. C'est vrai, tu as raison de dire on peut être instrumentalisé. On l'est déjà largement. On l'est déjà largement, ne serait-ce que par les codifications, ne serait-ce que par la mise en catégorie. Il y a 3 passions qui animent le monde médical et paramédical et social aujourd'hui. C'est la passion de l'ignorance, la passion de la catégorie et la passion de l'évaluation. 3 folies quelque part. 3 folies dans le sens où la passion de l'ignorance, c'est je sais ce que tu me dis, mais je fais semblant de ne pas savoir ce que tu es en train de me dire. C'est-à-dire j'ignore. Là, on est en plein cœur de la psychanalyse d'ailleurs. Hein. La passion de l'évaluation, c'est qu'il faut à chaque fois donner des critères chiffrés, donnés, etc., des quantifications sur quelque chose qui n'est pas forcément quantifiable. Et la 3e, c'est effectivement la passion de la nomination, c'est-à-dire des catégories, dont on sait très bien aujourd'hui avec le DSM qu'on arrive à des aberrations. Je ne veux pas dire que le DSM est une aberration, c'est uniquement un travail statistique de fourmis, de gens qui repèrent statistiquement des choses. En soi, leur travail n'est pas critiquable. Mais quand on arrive philosophiquement après à dire, par exemple, que si tu as un chagrin qui dure plus de 15 jours, c'est que tu es dans un deuil pathologique et du coup on va te prescrire des antidépresseurs, il y a problème quand même. Voilà. Donc il y a un certain nombre de questions qui sont posées autour de ça, qui font que si on n'a pas, nous, une conscience critique de l'évaluation base médecine, si on n'a pas une conscience critique de ce que c'est que le DSM, de ce qu'il peut apporter, honnêtement d'ailleurs, mais de ce qu'il ne peut pas apporter, alors on est dans l'instrumentalisation. Alors là, on est de toute façon dans l'instrumentalisation. C'est-à-dire, on est dans ce que Marx appelait le gouvernement des choses. C'est-à-dire, quand les hommes ne se posent pas la question de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils boivent, de ce qu'ils mangent. Voilà, ils subissent et voilà, c'est tout. Oui ? Une dernière question ? Parce qu'on avait dit qu'on terminait à 17h et... Comme vous l'avez compris, je ne suis pas spécialiste, je suis maman. On m'a fait croire pendant 19 ans que mon fils était unique au monde, unique en France, alors qu'il est dyspraxique visio-spatial. Quand on l'a découvert, parce que c'est moi qui ai lutté avec j'ai été obligée de me battre avec le corps médical. Il y a quelque chose que je regrette souvent dans le corps médical, c'est qu'ils n'ont pas assez ils n'ont pas assez d'empathie avec les mamans. Hein? Moi, quand mon fils a 4 ans, il n'arrivait pas à ouvrir un bonbon, on me disait, c'est parce qu'il est trop attaché à vous. C'était normal. Il ne pouvait pas le défaire tout seul. Quand il ne voulait pas faire de la peinture, mais il ne voulait pas mettre de traces. Mais j'ai beaucoup lutté contre le corps médical, parce que quand on est parent d'enfants avec des pathologies qu'on appelle rares, les praticiens ne veulent surtout pas que nous, parents, on se renseigne et on essaie de faire des associations. D'ailleurs, on en a fait une. Et c'est ce qui me gêne beaucoup. Par contre, par rapport à la PMI dont parlait madame, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès. Mon fils a 19 ans, je pense que ça a beaucoup évolué, et grâce aussi à l'association qu'on a montée alors qu'il avait que 4 ans. Voilà. Mais cette dualité professeur émérite et petit comme moi, et c'est terrible. Tu veux dire quelque chose, Virginie ? Je voudrais juste faire un commentaire parce que c'est très émouvant ce que vous dites. Tous les parents, quand des enfants avec des troubles envahissants du développement, madame, disent la même chose que vous. Et ces parents ont raison. C'est-à-dire qu'ils ont souvent perçu, avant même que les pédopsies, vous savez qu'en France, on a un retard dans le diagnostic, qu'on peut diagnostiquer avant 18 mois, et qu'en moyenne, en France, les troubles du spectre autistique sont diagnostiqués à l'âge de 4-5 ans, c'est-à-dire qu'on a privé les enfants d'aide et de chance aussi pour se développer. Et souvent, les parents nous ont dit avant, mon enfant, il est curieux, il y a telle et telle chose, on devrait faire attention. On n'a pas écouté ses parents.
Et je pense qu'effectivement, il faut tenir compte des observations des parents et ne pas immédiatement tout remettre dans la même théorie que les mères sont surprotectrices. Donc dès qu'elles signalent que les enfants et les effectivement, dyscalculie, dyslexie et tout ça, ce sont des symptômes ou des troubles qu'on connaît bien aujourd'hui, qu'on apprend à soigner. On se rend compte que ça n'a pas grand-chose à voir avec la qualité du lien avec la maman. Voilà, et je voulais juste rebondir, Gérard, sur ce que tu disais. Le DSM-5, bien sûr, mais en même temps, regardez le scandale de l'autisme en France. Où là, on n'a pas catégorisé, on n'a pas diagnostiqué, on est resté en dehors de tous les travaux internationaux et de tous les soins qui quand même sont reconnus par l'Organisation mondiale de la santé comme adaptés pour des dizaines de milliers d'enfants, au motif qu'on ne voulait surtout pas les enfermer dans un diagnostic. Donc là, je pense qu'il faut... Oui, c'est la complexité. C'est la complexité. Il faut à la fois, je pense, très bien diagnostiquer nos patients. Quand un enfant a besoin de soins spécifiques, c'est une grande violence de ne pas lui reconnaître la spécificité de soins. Bien sûr. Bien sûr, merci Myriam. Alors écoutez, merci de la qualité de votre attention, merci de vos questions qui ont bien nourri le débat et nourri la résilience. Merci à Mike qui est venu d'Halifax. Merci pour la qualité de tes travaux et la qualité de ton français.